La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger, Les éditions du 81. Chapitre 5. Préserve ton indépendance pour servir la légalité. Ma femme et moi fêtons bientôt nos 25 ans de mariage. J'aime bien planifier et anticiper, mais là, le temps est passé trop vite et je suis coincé sans cadeau à 3 semaines de l'échéance. L'heure est grave. J'avais pensé bien sûr à un bijou. Hélas, les ateliers de joaillerie ne peuvent pas réaliser si vite une commande. De plus, mes économies sont un peu maigres pour un achat digne de l'événement. En désespoir de cause, je me souviens soudain d'un camarade de lycée devenu joaillier. Je le contacte et très amicalement, il se met en 4 pour me sauver de la catastrophe. J'obtiens à la fois une ristourne de 20% et la livraison du bijou dans les temps. Quelque temps plus tard, même imprévoyance de ma part pour un départ en vacances à l'étranger avec un passeport dont je découvre qu'il est périmé 3 semaines avant le départ. Nous sommes en juillet, en plein pic des demandes de documents d'identité. Repensant au sauvetage in extremis du cadeau d'anniversaire de mariage, je cherche affolé une connaissance qui pourrait m'aider à contourner la file d'attente des demandes de passeport. L'une d'elles accepte, avec beaucoup de réserve, de me recommander auprès de la chef de bureau compétente à la préfecture de police. Je me présente auprès d'elle, l'air contrit. Je lui expose mon problème sans arrogance, mais en espérant qu'elle prendra en compte ma position hiérarchique dans l'administration française, ou au moins qu'elle aura pitié d'un collègue en difficulté. En même temps que je lui présente mon cas, je prends conscience que mon interlocutrice, d'abord souriante et détendue, se fige et se transforme peu à peu sous mes yeux en mégalithe de granit, une de ces pierres des alignements de Karnak ou de l'île de Pâques qu'aucun engin de chantier n'est capable de faire bouger. Sa réponse est non. La procédure d'urgence ne s'appliquera pas et j'attendrai comme tout le monde les délais normaux pour avoir mon passeport. Je pris donc l'avion plus tard que le reste de la famille. Cette mésaventure, qui aurait dû me rendre fou de rage, m'a au contraire réjoui au plus haut point. Le contraste entre ces 2 tentatives d'obtenir un passe-droit par mon réseau amical était la preuve éclatante que j'avais fait le bon choix en devenant fonctionnaire. L'administration, elle, ne fait pas de compromis avec l'égalité. Tous les citoyens sont traités de la même manière. Quelle joie d'en prendre conscience. Le principe d'égalité, à valeur constitutionnelle, est le seul qui figure à la fois dans les 3 mots de notre devise républicaine et dans les 3 lois du service public consacrées par les tribunaux dès la fin du XIXe siècle, et théorisé par le juriste Louis Roland en 1938. C'est dire son importance dans le fonctionnement de l'administration. Cette égalité de droit signifie que les règles juridiques sont les mêmes pour tous, et que chaque citoyen doit bénéficier du même service public, sans aucune discrimination. Les administrés les plus riches et les plus influents ne doivent bénéficier d'aucun avantage, et les citoyens en situation d'exclusion d'aucun dédain. L'égalité visée est également réelle. L'administration doit déployer tous les moyens nécessaires pour soutenir les plus fragiles en leur apportant un service supplémentaire. Ce n'est plus l'égalité qui donne la même chose à tous.
droit de vote, soins médicaux, permis de construire, mais une discrimination positive qui donne à chacun en fonction de ses besoins, aide sociale, impôts, quotas, dédoublement des classes dans les zones d'éducation les plus difficiles. Si l'égalité de droit est affirmée par les constitutions de nombreux pays, l'égalité réelle est moins répandue et dépend des lois nationales. Quel que soit le support juridique, cette inscription dans les textes ne suffit pas. Pour que l'égalité se traduise dans les faits, son application concrète par les fonctionnaires est déterminante. Si la loi prévoit l'égalité des personnes, mais que ceux chargés de l'appliquer ne la respectent pas, il n'y a plus d'égalité. Sans l'égalité, pas d'égalité. Or, le respect de l'égalité par le fonctionnaire ne va pas de soi et reste minoritaire dans le monde. L'enquête d'opinion internationale, publiée chaque année par l'association Transparency International, révèle une carte de la planète largement entachée du fléau de la corruption. Dans ces pays où règne la corruption, l'égalité est bafouée. Dépassement de vitesse sur la route, fraude fiscale, conflit d'intérêts, permis de construire, marché public truqué, pollution, la loi ne s'applique pas à tous de la même façon. Nous ne mesurons pas assez la chance que nous avons de bénéficier d'une fonction publique qui ne connaît quasiment pas la corruption. La France, qui a renforcé son arsenal anticorruption par 5 lois entre 2013 et 2017, connaît peu de condamnations. De fonctionnaires pour ce délit. 338 personnes poursuivies en 2017. Tous protagonistes confondus. Agents publics, élus et personnes privées corruptrices. Pour les seuls fonctionnaires territoriaux, 800 d'entre eux auront été poursuivis au cours de la période 2014 à 2020, soit un taux de mise en cause pénale de 0,04%. Alors que l'égalité et la lutte contre la corruption sont inscrites dans les lois de tous les pays, pourquoi les fonctionnaires de certains pays respectent-ils ces principes et d'autres non ? Où nos fonctionnaires trouvent-ils la ressource pour agir en restant détachés de toutes les passions qui peuvent les animer, tout autant dans l'envie d'être plus riches que dans la peur des puissants? Les sanctions, pourtant sévères du code pénal, ne suffisent pas à expliquer ce miracle. Pour qu'un fonctionnaire soit le garant de l'égalité prévue par la loi, il faut avant tout assurer son indépendance à l'égard de l'argent et, de manière plus complexe, à l'égard du pouvoir politique. Sans cette indépendance, il est en situation de fragilité devant les pressions. L'indépendance à l'égard de l'argent, le désintéressement. Une fois, à Singapour, j'étais chargé d'acheter pour la Marine nationale des vivres pour 1000 personnes et du carburant pour plusieurs bateaux, ce qui représentait une belle somme. Arrivé à quai, il fallait recevoir plusieurs négociants locaux, les ship chandlers, pour comparer leurs prix et prestations. L'un d'entre eux se présenta accompagné de sa secrétaire, qui avait une jupe de la même longueur que ses talons. Le marchand annonça d'emblée qu'il proposait les mêmes prix et qualités que ses concurrents, ce qui était vrai, mais que si nous décidions de faire appel à ses services, je pourrais bénéficier pendant l'escale du meilleur hôtel de la ville, d'une voiture avec chauffeur,
d'une enveloppe pour mes frais et, se tournant vers son assistante et la désignant de la main, de tous les charmes de l'Asie. Je m'étonne encore qu'à 25 ans, et après 2 mois en mer, sans avoir vu une seule représentante du sexe opposé, je n'ai, même pas une seconde, été tenté par cette proposition, qui n'aurait pas nui pourtant au trésor public. La droiture administrative, visiblement insuffisamment répandue sur ces autres continents, m'avait déjà été inoculée par la fonction publique française. Le fait d'être au service de l'intérêt général impose de manière impérative une totale probité. Le fonctionnaire est homme d'honneur, et il doit donc être irréprochable. L'opinion publique est attachée à l'exemplarité des décideurs publics, hommes politiques et fonctionnaires, qu'elle mandate pour assurer le bien public. Elle attend d'eux davantage d'honnêteté, de droiture, que des autres professions. Lorsque leur conscience est défaillante, leur mauvais usage de l'argent et de la force publique apparaît comme un instrument de corrosion et de destruction du ciment moral et politique de la société civile. La perception de leur intégrité est le principal déterminant de la confiance qui leur est accordée. Pris la main dans le pot de confiture, la presse et l'opinion l'étrillent. C'est pourquoi, lors de l'entrée dans la fonction publique, l'administration vérifie que le casier judiciaire du futur fonctionnaire est vierge et qu'il jouit de ses droits civiques. Seul le fonctionnaire est tenu par la loi de dénoncer les crimes et les délits selon l'article 40 du Code de procédure pénale. Une grande partie des recrutements s'effectue au sein d'une population qui postule aux emplois publics justement parce que son éthique individuelle est déjà imprégnée d'intégrité. Lorsqu'une personne entre dans l'administration sans cette éthique personnelle forte, il pourra la cultiver grâce au mimétisme entre collègues, la peur de la sanction et la réglementation déontologique professionnelle, qui mentionne l'intégrité depuis une ordonnance royale de 1254. Au-delà de l'honnêteté, la société attend du fonctionnaire tempérance et frugalité à l'égard de l'argent. Il doit toujours préférer bien servir son pays plutôt que bien se servir. Plus qu'intègre, il doit être désintéressé. Le développement de l'éthique du désintéressement chez les fonctionnaires a été une préoccupation récurrente du pouvoir à travers les âges. L'empereur romain Constantin avait déjà, à plusieurs reprises, tenté d'interdire les cadeaux des particuliers à destination des fonctionnaires. Le premier statut de la fonction publique, l'ordonnance Testament de Philippe Auguste, 1190, posait déjà ce principe. L'office du roi est de pourvoir à tous les besoins de ses sujets et de faire passer l'intérêt public avant son intérêt privé. Ces dispositions seront sans cesse renforcées. Pour aider les fonctionnaires à prendre cette hauteur et cette distance et à fuir l'affairisme, la réglementation organisera peu à peu un cordon sanitaire entre eux, l'argent et les affaires. Les conflits d'intérêts seront strictement encadrés puis réprimés, et le maniement de fonds publics est réservé aux comptables publics. Dès 1932, le Conseil d'État, dans le contexte de l'affaire Stavinsky,
rend des arrêts contre la participation des fonctionnaires à des sociétés privées soumises au contrôle de l'administration. La Haute Autorité de la transparence de la vie publique veille aujourd'hui au respect de la prévention des conflits d'intérêts. La critique est souvent avancée que les fonctionnaires ne comprennent rien au monde de l'entreprise. Des entrepreneurs s'expriment pour se plaindre que les réglementations et formalités semblent avoir été conçues par des personnes ignorant tout du secteur privé, de ses soucis de trésorerie, de la férocité de la concurrence internationale et du coût des entraves administratives. Comme toute critique, elle mérite d'être entendue et recèle sans doute une part de vérité. Mais il ne faut pas oublier que la méconnaissance du monde des affaires répond à une saine étanchéité entre administration et entreprise. L'indépendance par rapport au pouvoir politique. L'administration est le relais technique du pouvoir politique et elle en détient la légitimité. Elle lui doit donc obéissance. À l'inverse, une administration ne doit pas dépendre d'un courant politique. Une fonction publique, inféodée à un parti, comme c'était le cas par exemple dans le bloc de l'Est, constitue une des caractéristiques des régimes totalitaires. Un potentat ne demandera pas à ses fonctionnaires de traiter tous ces sujets de la même façon, mais plutôt de distribuer des prébendes à sa clientèle et à ses nervis. Pour éviter ces travers, l'administration doit disposer d'une certaine indépendance qui l'autorise à exprimer son opinion sans risque de sanction. La neutralité des fonctionnaires, qui composent avec tous les régimes et toutes les politiques, est aussi la garantie pour chacun d'être traité de manière équivalente, quel que soit son sexe, son origine, ses opinions ou son apparence. Pour être indépendant, le fonctionnaire s'appuie d'abord sur une discipline personnelle qui passe par une recherche constante de l'excellence technique. Son expertise est la garante de son indépendance. Le chevalier était reconnu par son roi pour son maniement des armes. Le fonctionnaire est respecté pour son maniement de la réglementation. L'indépendance du fonctionnaire par rapport au pouvoir politique est également assurée par certaines garanties qui n'existent pas dans le secteur privé et qui sont compensées par des contraintes absentes des entreprises. L'indépendance du fonctionnaire lui est d'abord conférée par son mode de sélection lors de son recrutement, le concours, qui lui permet de ne rien devoir à personne. Pendant des siècles, pour devenir fonctionnaire, les candidats devaient postuler auprès des employeurs publics sur recommandation. Cette situation a perduré même après que l'article 6 de la Déclaration de l'homme et du citoyen a annoncé que tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Le concours de recrutement a été inventé sous le Second Empire pour les grands corps de l'État. La Commune de Paris, puis la Troisième République, ont généralisé son principe pour tous les fonctionnaires. Les concours de la fonction publique permettent à des jeunes dont les parents n'ont aucun réseau d'influence d'accéder à des postes de responsabilité. Des commentateurs reprochent au concours de ne redresser que cette inégalité de réseau et d'être incapable de corriger celle du bagage culturel. Les enfants d'instituteurs peu dotés en actifs relationnels, mais possédant une richesse culturelle, réussissent en effet très bien les concours administratifs. Certains pays ont introduit des critères de discrimination positive pour redresser ce biais. Les concours aveugles ont ma préférence car ils ne tiennent pas compte de l'origine des candidats. Cette conviction est fondée sur les statistiques montrant que l'appartenance sociale des lauréats au concours reflète celle des candidats. Si les concours les plus difficiles, par exemple celui de l'ENA, intègrent plus d'enfants des catégories sociales supérieures, c'est parce que ces jeunes ont en moyenne les diplômes les plus élevés nécessaires pour réussir. Doctorat, Sciences Po,
meilleures écoles de commerce. La discrimination intervient dans l'enseignement supérieur, donc en amont des concours, et changer le mode de sélection ne résoudra pas le problème. Je souhaite cependant rester mesuré, puisqu'un fonctionnaire n'est jamais neutre sur ce sujet. S'il a eu le concours souhaité et qu'il est enfant de cadre supérieur, il peut mal le vivre en se reprochant d'avoir juste bénéficié d'un terreau favorable. Si ses parents étaient d'une catégorie sociale modeste et qu'il a réussi un concours difficile, il aura tendance à penser qu'il ne le doit qu'à son mérite lors d'une compétition équitable. Je me range plutôt dans cette dernière catégorie, puisque j'ai eu la chance de faire partie du quart d'énarques boursiers et des 6% fils d'ouvriers. Passer de mon quartier HLM, avec une population majoritaire issue de l'immigration, au palais de la République, j'ai même furtivement pensé que seul un génie, un nouvel Hercule promis aux plus hautes destinées, pouvait réaliser ce prodige. J'espère être guéri de cette fatuité, mais mon soutien inconditionnel aux concours administratifs tels qu'ils sont aujourd'hui reste affectif et ne prétend à aucune objectivité. La deuxième garantie d'indépendance à l'égard du pouvoir politique résulte du principe de double carrière. Selon une formule bien connue dans l'administration, le fonctionnaire est propriétaire de son grade, mais son emploi est à la discrétion des autorités. Le fonctionnaire jouit du droit acquis que lui procure son appartenance à un corps. Il est donc protégé contre la dégradation et le licenciement sans faute et avance en grade grâce à l'ancienneté. Il occupe en revanche des emplois qui restent toujours à la discrétion de ses autorités hiérarchiques et peut subir une réaffectation d'office. Son homologue en entreprise pourrait au contraire refuser, sans risque de licenciement, cette mutation si elle n'est pas prévue par une clause de mobilité de son contrat de travail. La dernière garantie d'indépendance est l'égalitarisme des rémunérations. La rémunération dans la fonction publique est très peu influencée par la manière de servir. À telle ancienneté et à tel grade de son corps, tout le monde gagne à peu près la même chose. Le traitement de base est le même. Les primes, qui sont très variables selon les ministères ou collectivités, connaissent peu de variations au sein d'un même service en fonction du rendement ou des travaux supplémentaires. Selon les organisations syndicales de la fonction publique, l'indépendance de jugement des fonctionnaires est justement garantie par cette faible différenciation des rémunérations. Elles estiment qu'une plus grande rémunération au mérite créerait un arbitraire qui entraînerait les fonctionnaires à privilégier le souci de plaire au désir de bien servir l'intérêt général. Les fonctionnaires sont à l'égard du pouvoir politique obéissants mais pas assujettis. Ils bénéficient d'une vraie indépendance à l'égard du pouvoir et de l'argent, qui leur permet de dire non quand il le faut. La critique marxiste et bourdieusienne d'une fonction publique asservie aux grands est contestable. Elle dénie à tort aux serviteurs de l'État une autonomie fondée sur leurs propres valeurs. Les fonctionnaires ne sont pas davantage soumis au personnel politique qu'aux riches ou qu'aux célébrités. Cette indépendance est d'ailleurs en extension. En 1975, Michel Delpech pouvait encore chanter qu'il ne payait jamais ses excès de vitesse et qu'on lui pardonnait tous ses écarts. En 2003, Florent Pagny chantait une autre chanson à propos de ses ennuis avec le fisc. Une nuit, alors que j'assurais la permanence des urgences ministérielles, je fus réveillé par la cellule de veille de l'Élysée. Un membre d'une famille régnante du Moyen-Orient voulait réveiller le président de la République
à propos d'un de ses enfants arrêté par un service de l'État à l'aéroport. Il transportait plusieurs mallettes d'argent liquide représentant plusieurs millions pour couvrir ses dépenses à Paris avec sa nombreuse suite pendant une semaine. Or, la loi limite à quelques milliers d'euros par voyageur les espèces qui peuvent sans déclaration passer les frontières hexagonales. Les agents de l'État à l'aéroport avaient donc arrêté le contrevenant sans égard pour son rang protocolaire. Tous les passagers du jet privé étaient bloqués à l'aéroport, interrogés et fouillés. Le directeur régional, puis le directeur national de ses agents, puis moi, puis le ministre, avions tenté de les fléchir en faveur d'une libération de la suite princière après enregistrement du procès-verbal d'infraction. Nous ne demandions pas l'absence de sanctions, mais seulement que la suite, pendant l'instruction du dossier, puisse reprendre la route vers son hôtel. Les agents faisaient valoir que ce n'était pas la procédure, celle-ci prévoyant des auditions immédiates et des confiscations. Il n'y avait selon eux aucune raison de traiter différemment ces personnes par rapport aux autres contrevenants anonymes et sans protection. Il en allait du principe d'égalité devant le service public. Se posa alors l'épineuse question de savoir s'il fallait accepter de retenir toute la nuit ces gens et réveiller le président de la République afin qu'il explique la situation à son homologue chef d'État, ou s'il fallait donner l'ordre de relâcher la suite princière sans respecter la procédure. Je ne peux raconter ce qui fut décidé, mais cet épisode montre qu'on ne badine pas avec l'égalité dans l'administration. Obtenir d'un agent dit d'exécution qu'il accorde un avantage à une personnalité en raison de sa notoriété est loin d'être facile, quel que soit le niveau hiérarchique de celui qui le demande. Et c'est bien. Le penchant des fonctionnaires pour la valeur d'égalité s'exprime dans leur légalisme. Une question se pose pourtant souvent à eux. Le conflit entre ce qui est permis et ce qui est juste. Le sujet est bien documenté, depuis la tragédie de Sophocle en 441 avant Jésus-Christ. La loi du roi Créon interdit à Antigone d'enterrer son frère, mais, poussée par son sens du devoir, elle le fait quand même. C'est une situation classique rencontrée par les fonctionnaires. Un policier ne peut pas couvrir les délits d'un informateur, mais il ne pourra plus obtenir de lui des informations s'il l'arrête. Un acheteur public doit choisir le fournisseur qui est le mieux disant dans ses déclarations et éliminer celui qu'il sait plus fiable, mais dont le dossier est moins bon. Une prestation sociale ne peut pas être versée à celui qui ne remplit pas les conditions, même s'il en a davantage besoin que son voisin qui réunit tous les critères. Parce que le droit ne peut pas anticiper toutes les situations concrètes, son respect nuit parfois, dans les faits, à l'accomplissement de l'égalité réelle. J'ai pris conscience de cette difficulté lors d'un épisode particulier de ma vie professionnelle. J'avais un jour été chargé de contrôler les dépenses des associations caritatives qui avaient bénéficié d'un afflux considérable de dons de particuliers à la suite d'une catastrophe naturelle ayant fait l'objet d'une large couverture médiatique et provoqué une grande émotion. Un des enjeux du contrôle était de vérifier que l'argent envoyé par les particuliers était bien affecté à la cause stipulée par le donateur, en l'occurrence le secours aux victimes de cette catastrophe. Je fus envoyé en mission dans l'un des pays frappés par la catastrophe. L'élan de générosité avait été si grand que les sommes collectées dépassaient les besoins de réparation. Dans un tel cas, les dons excédentaires doivent être rendus, sauf si le donateur
donne explicitement son accord pour les consacrer à une autre détresse. Je visitais sur place les chantiers de reconstruction lancés avec les fonds collectés pour aider les victimes à reprendre une vie normale. Camps de réfugiés, écoles, logements, ateliers, usines et dispensaires. Le représentant local d'une des grandes associations que je contrôlais décida, avec la colère froide et malicieuse des assoiffés de justice, de me faire visiter hors programme un hospice pour personnes âgées. Attenant à un temple, il recevait des vieillards impotents abandonnés là par de familles très pauvres qui n'avaient plus la force ni les moyens de les nourrir. Des bâtiments de ciment brut, partiellement à ciel ouvert, sans meubles ni fenêtres, les abritaient. Dépourvus de tout, personnel et financement, les pensionnaires s'autogéraient et survivaient grâce aux offrandes en nature laissées par les fidèles au pied des divinités du temple. Ils dormaient à même le sol. Il n'y avait pas l'eau courante. Pour puiser l'eau dans la rivière, les plus valides devaient gravir en trébuchant, avec 2 seaux sur les épaules, un raid Golgotha boueux dans la forêt. Mon guide dans de ce triste séjour, le directeur local de l'association, se tenant au milieu des pensionnaires décharnés et en haillons, me dit « Voyez-vous, cet hospice se trouve sur une colline assez haute. Il n'a donc pas été touché par l'inondation, dont les ravages se sont arrêtés à 200 mètres d'ici. Ces personnes ne sont pas des victimes de la catastrophe. Légalement, nous n'avons pas le droit de les aider avec l'argent reçu des dons. Pourtant, nous allons prendre les fonds des donateurs pour leur installer l'eau courante et acheter des lits. À présent, faites votre devoir et dénoncez-nous. » À cet instant-là, j'ai vu se dessiner dans mes pensées la silhouette en redingote et haut de forme d'un lointain prédécesseur, un autre intransigeant fonctionnaire chargé de faire respecter la légalité. J'ai pensé à ce cher inspecteur Javert du roman de Victor Hugo, tenant enfin dans ses griffes Jean Valjean, débouchant des égouts, avec sur ses épaules le corps évanoui de Marius. Plutôt que de les arrêter, il décide de les déposer chez le grand-père du jeune homme et de disparaître. Ce genre de dilemme incommodant ne peut recevoir qu'une seule réponse officielle. Pour un fonctionnaire, la fin, l'égalité, ne peut jamais justifier les moyens, la transgression de la loi. Si les professionnels chargés de faire respecter le droit s'en affranchissent, la société se délite. La maison nationale perd ses piliers de soutènement. La désobéissance civile peut être une option pour la société civile, pas pour les corps constitués. Dans la réalité, nous savons ce qu'il en est. L'acte transgressif ne peut pas être jugé sans regarder l'intention sous-jacente. Être fonctionnaire, c'est donc aussi choisir de vivre dans cette insoluble situation d'être tout à la fois le gardien de la loi et celui qui devra assumer de résoudre in concreto ses imperfections. Il doit parfois se torturer avec cette question. Comme Javert, il se dira que c'était donc vrai, qu'il y avait des exceptions, que l'autorité pouvait être décontenancée, que la règle pouvait rester courte devant un fait, que tout ne s'encadrait pas dans le texte du code, que l'imprévu se faisait obéir. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir. Être le granit et douter. Tout n'était pas certain dans la consigne donnée par l'État aux fonctionnaires.